Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre organisée par la médiathèque du Centre culturel Chibaou, première de l'année en Casemane. C'est vrai que devant le succès rencontré, on est souvent en salle Sissia et je vous en remercie. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Domitille Tellier, qui est de passage en Nouvelle-Calédonie, qui est doctorante en histoire de l'art. Alors je vous prie de nous excuser pour cette légère erreur que vous avez trouvée dans le carton d'invitation, donc doctorante et non pas docteur, même si effectivement Domitille a trouvé ça plutôt flatteur. Le doctorat n'a pas encore été soutenu. Donc Domitille se partage entre la France, plus précisément Paris, où elle est attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Paris 1, et le Pacifique, où elle étudie inlassablement l'art contemporain en Mélanésie. Je voudrais la remercier plus spécifiquement d'avoir accepté cette invitation ce soir, puisque il se trouve qu'il y a un événement familial particulier, en l'occurrence l'anniversaire de son auguste père, qui se reconnaîtra dans la salle et qui se cache. Donc cet événement familial n'a pas arrêté cette volonté d'intervenir ce soir et je voudrais la remercier à ce sujet. Merci également d'être là parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent ce soir à Nouméa, en particulier des choses qui concernent précisément le milieu artistique. Merci. Il y a, pour ne pas le nommer, quelqu'un qui fait un vernissage ce soir, Stéphane Foucault, qui je crois aurait été fort intéressé par cette conférence. Conférence qu'il pourra écouter, lui et ceux qui se sont rendus à la Galerie L'Éclectique, dès la semaine prochaine, puisque les conférences, vous le savez, sont enregistrées. Elles sont désormais disponibles sur le site de l'ADCK, adck.nc, catalogue de la médiathèque et publication multimédia. Vous avez également donc devant la Casemane quelques publications qui proviennent de la médiathèque, dont certaines sont en lien avec des écrits de Domitille. Si vous ne les avez pas encore consultés, je vous invite à le faire tout de suite après cette conférence. Conférence qui sera suivie d'un échange que j'espère le plus fructueux possible. Et ma foi, ceux qui voudraient enchaîner avec le spectacle qui commence ce soir, en l'occurrence spectacle de théâtre-danse qui s'intitule Portrait par la compagnie Nian, sachez que ça commence à 20h en salle Sissia. Voilà, je vous remercie, j'ai été un petit peu long et je souhaite bon courage à Domitille. Rendez-vous tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci. Donc bonsoir, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Alors je vous propose de travailler un petit peu sur la légitimation des artistes océaniens. Donc depuis les travaux d'Howard Becker dans les années 80, il est acquis que l'œuvre d'art n'est pas le fruit d'un créateur isolé, mais résulte de la coopération d'un grand nombre d'individus qui s'accordent sur des conventions particulières. Donc la valeur ou la reconnaissance d'un artiste ne relève pas uniquement du domaine de la plastique, mais aussi de la façon dont un artiste va réussir à utiliser des conventions. Alors, ainsi, par exemple, cette image de Jean-Marie Tjibaou lors de Mélanésia 2000, plus près du micro, pardon, montre un artiste tenant un guerrier kanak et qui, à l'époque, n'est pas intégré dans des réseaux et était encore qualifié d'artisan. Donc, comment les conventions se sont-elles créées et mises en place pour faire glisser les artistes vers les artisans vers cette catégorie d'artistes? Donc avant tout, j'aimerais rappeler que Nathalie Anish distingue deux types de conventions. La première qu'elle appelle classique, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres de facture traditionnelles, tant par les matériaux employés que par les formes utilisées, pour lesquelles la perception de la qualité ne requiert pas véritablement d'un travail d'intermédiation. Donc parmi ces œuvres, on pourrait classer en Océanie les œuvres de Curios. De l'autre côté, on trouve un genre qu'on appelle contemporain, c'est-à-dire que la valeur est fondée sur l'originalité de la démarche artistique. Les qualités plastiques passent généralement au deuxième plan, et ce sont des intermédiaires, notamment les instances de légitimation, qui vont établir une hiérarchie de talents
pour valoriser un artiste ou un autre. Donc au cours de cette conférence, j'aimerais interroger l'apparition de ces instances de légitimation et se questionner sur cette originalité de la démarche mise en place. Donc pour cela, je m'appuierai principalement sur la Nouvelle-Calédonie, tout en faisant quelques liens avec d'autres pays océaniens, afin de regarder comment les instances de légitimation se sont mises en place, et ensuite quels discours elles ont établis autour des artistes pour valoriser une convention. Donc on va commencer par un petit peu d'histoire pour regarder comment s'est faite cette construction des instances de légitimation autour de l'art contemporain. Donc on va revenir un petit peu en arrière à la fin du XIXe siècle, où finalement l'art kanak ou l'art mélanésien, voire océanien, est délaissé puisque la plupart des instances de légitimation traditionnelles sont occultées par le pouvoir colonial. Donc à cette époque arrivent dans le Pacifique un certain nombre d'artistes, généralement des militaires ou des gens de passage, comme Louis Trinquera. On pourrait montrer cette œuvre de Ullmark qui est très emblématique de ce qui se faisait à la fin du XIXe siècle, à savoir des peintures d'un style néo-romantique qui célèbre l'accomplissement des colons, donc l'arrivée des villes et la domination de l'homme sur la nature. Parfois, à la même époque, en Nouvelle-Calédonie, quelques bagnards réalisaient des œuvres à caractère commercial qui retracent également l'arrivée et l'établissement des colons. Toute l'histoire jusqu'à de la première moitié du XXe siècle répond au même mécanisme, c'est-à-dire que l'art est l'apanage de gens de passage. On pourrait citer Paul Mascart, où il y a une rétrospective l'année dernière au Centre culturel Chibaou. Donc Paul Mascart, en tant que personne de passage, il était douanier en Nouvelle-Calédonie entre 1929 et 1935, mais il a été sélectionné pour présenter la Nouvelle-Calédonie lors de l'exposition coloniale de 1931. Les premières scènes sociales, puisque la plupart de ces images et de ces illustrations occultent la présence de l'homme. Les premières scènes sociales sont dues à des artistes américains, notamment des militaires. Donc ici, vous avez une représentation d'Hubert Buell qui traduit très bien l'esthétique américaine des années 30-40 et la façon dont elle s'est appliquée en Nouvelle-Calédonie. Donc les peintres du dimanche, les amateurs, les passionnés, sont donc les premiers à peindre une histoire dans le Pacifique. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y a très peu de Mélanésiens qui sont intégrés dans ces circuits. On pourrait citer néanmoins quelques exceptions, comme Samuel Terapeucham, qui est un artiste de papou qui travaille en Nouvelle-Irlande, fils de missionnaire, et qui va s'intégrer dans le réseau détenu par les Occidentaux grâce à la présence d'un Australien, Albert Speer, et qui va lui-même se prêter au jeu de peindre ces paysages d'une façon néo-romantique. Donc il faut savoir qu'à l'époque, même pour les artistes en Océanie, il y a très peu d'instances, d'institutions. Et lorsque Terapeucham réalise cette œuvre qui va avoir des retentissements lors de l'exposition qui a lieu dans le Watch Club de Rabol, eh bien, il va être sélectionné pour réaliser un timbre. Et donc, les timbres vont être, dans les années 50-60, dans tout le Pacifique, un système pour les quelques artistes afin de se faire légitimer. Il y aura d'ailleurs, lors des festivals de 1972, une exposition sur les timbres qui permet de reconnaître tous ces artistes occidentaux ou mélanésiens. Donc le contexte politique va relativement se modifier dans les années 60-70 dans le Pacifique, et c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus d'arrivées d'occidentaux et donc de plus en plus d'artistes. Et en 1970, il va y avoir une publication de Bernard Vilchalan et de Jean-Jacques Silbank sur la Nouvelle-Calédonie, Wallis et les Nouvelles-Hébrides. Et ils vont compter une scène artistique beaucoup plus riche que les années précédentes, puisqu'ils vont recenser 27 peintres professionnels, parmi lesquels il n'y a qu'un seul océanien, Aloy Pilioko. À cette époque, puisque la scène artistique francophone... Pardon ? La scène artistique francophone
est de plus en plus peuplée, va se mettre en place des infrastructures pour présenter ces artistes, notamment en Nouvelle-Calédonie. On compte une nouvelle salle au musée néo-calédonien, qui va être le principal espace d'exposition, ainsi que la construction d'un bâtiment à la FOL, qui va être prêté aux artistes en Nouvelle-Calédonie, afin qu'ils puissent se faire connaître. Alors, si la scène artistique est alors l'apanage des Occidentaux, il faut attendre en revanche le festival Mélanésia 2000 pour qu'un certain nombre d'artisans commencent à se faire qualifier d'artistes. Donc, je vous propose ici une photocopie de la plaquette pour la présentation de Mélanésia 2000. Et sur cette plaquette, on voit bien qu'est classée sur la partie inférieure dans 3 artisans la sculpture. Donc la sculpture est réputée relever encore de l'artisanat. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à lire, non, je suis désolée. Donc à l'intérieur, le premier alinéa explique que parmi les sculptures artisanales, on compte les chambranles, les flèches fêtières, les petites cases, des petites pirogues, des casse-têtes avec d'oiseaux, des arcs et des flèches, etc. Donc ensuite, vous avez saguet-massue, les pelles à tarot, des barres à retourner à la terre. Donc c'est vrai que sont classées énormément de choses dans l'artisanat. Or, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans l'artisanat, on retrouve des sculptures, telles qu'ici un guerrier kanak, qui est dans les mains de l'artiste. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé le nom de l'artiste, donc si quelqu'un le connaît, j'en serais ravie. Mais vous avez un guerrier kanak qui est détenu par quelqu'un qui est qualifié à l'époque d'artisan, alors même que 20 ans plus tard, en 1990, lors de l'exposition Koineva, qui a eu lieu au musée territorial, on retrouve le même type de sculpture, cette fois-ci réalisée par Marc Déat, qui, cette fois-ci, va être qualifié d'art contemporain. Donc, c'est vrai qu'entre les deux, des instances se sont mises en place et ont permis la reconnaissance des formes kanak comme relevant du contemporain. Donc, lors de Mélanésia 2000, il faut savoir que, contrairement à ce que l'on pense, il y a eu énormément d'œuvres qui ont été produites comme relevant de l'artisanat, et un tel nombre qu'il a fallu en 1976 2 ventes publiques ayant chacune plus de 400 lots pour les écluser. Donc, énormément d'œuvres qui étaient classées dans la catégorie artisanale. Donc le phénomène qu'on rencontre avec Mélanésia 2000, c'est-à-dire un festival qui marque à un moment donné la réappropriation symbolique de formes esthétiques, a eu les mêmes phénomènes avec par exemple le Festival des Arts du Pacifique en 72, donc 3 ans avant, qui a également permis à tous les Océaniens de récupérer certaines formes et de commencer à exploiter certaines formes qui relevaient de l'artisanal et à les faire glisser peu à peu dans le domaine artistique. Alors si Mélanésia 2000 est incontestablement un premier tournant pour la reconnaissance des formes esthétiques kanak, eh bien c'est insuffisant pour dresser une cartographie des artistes et pour les reconnaître. Pour cela, il faut attendre la création d'autres institutions beaucoup plus pérennes, et notamment en Nouvelle-Calédonie, c'est la création en 1982 et qui va commencer à fonctionner en 1983 de l'OCSTC, l'Office scientifique et technique kanak. Donc cet office avait pour vocation de valoriser le patrimoine linguistique, archéologique et culturel kanak. Mais à l'intérieur de ces différents départements, vous allez avoir des personnes qui, d'un point de vue individuel, vont commencer à valoriser l'art en Océanie. Au département graphique, Jean-Pierre Lebars, donc de son nom d'artiste J.P. Lebars, va débuter un travail sur le questionnement d'une esthétique calédonienne. Donc, d'une part, il se rend compte que la scène artistique calédonienne est assez peu réputée, est assez peu établie.
Et il organise des expositions qu'il veut à caractère international, comme par exemple Le Cocotier, qui est une exposition qui s'est déroulée du 26 mai au 16 juin 1986, avec 114 participants venus du monde entier, sachant qu'il il est passé par le réseau du Mail Art, qui consiste à envoyer des cartons à des artistes du monde entier qui répondent en envoyant des œuvres. Dans le catalogue de cette exposition, il explique bien que le but de ce travail, c'est d'essayer de combler un vide social qui entoure l'art contemporain. Par ailleurs, toujours dans ce but de valoriser une scène artistique contemporaine, il va donner des cours à l'école, pas à l'école d'art, il va donner des cours à l'OCSTC. Et dans les programmes de ces cours, quand on regarde dans les archives territoriales, il écrit qu'à long terme, il souhaite voir émerger un art titré calédonien et mélanésien, comme il en existe dans d'autres îles du Pacifique. Et donc, à ce moment-là, il va former un certain nombre d'artistes pour pouvoir faire émerger ces formes océaniennes et mélanésiennes. Alors, ce n'est pas une particularité d'avoir un occidental qui va essayer de former des océaniens. Et dans la quasi-totalité des territoires du Pacifique, on se rend compte que des professeurs d'art ont encouragé la naissance de nouvelles formes. Donc, on pourrait citer en Papouasie-Nouvelle-Guinée Tom Gregg ou Georgina Beyer. On pourrait citer le père Louis Morizini aux îles Salomon ou encore Jackie Bourdin aux Nouvelles-Hébrides. Tous ces professeurs ont travaillé pour faire émerger des formes artistiques contemporaines qui ne sont pas encore qualifiées d'art contemporain puisque les conventions ne sont pas encore établies. On remarque cependant que dans certaines îles du Pacifique comme à Fidji, où il n'y a pas eu d'enseignement des arts, la scène artistique contemporaine a émergé a émergé très tardivement, puisque à Fidji, il faut vraiment attendre la fin des années 90 pour voir apparaître des formes qualifiées d'art contemporain. Donc si on prend un exemple plus précis, on pourrait parler donc d'Uli et Georgina Beyer, qui sont un couple anglo-germanique qui avait travaillé dans les années 60 au Nigeria, au Shogogbo, et qui avait commencé à établir un travail pour la valorisation d'un art africain. Donc eux, ils étaient imprégnés d'une théorie empruntée à Carl Jung, selon laquelle la créativité était une forme latente enfouie chez la plupart des individus, et que cette forme latente était juste en sommeil, et que si on stimulait les artistes, on pouvait réveiller les artistes. Par ailleurs, ils étaient empreints de la théorie sur l'outside art, donc l'art brut, et ils cherchaient à valoriser les artistes marginaux. Ils ont organisé dans le Pacifique la première exposition d'un artiste qualifié de contemporain, à savoir de Timothée Akis, dont voici l'une des premières œuvres exposées en 1969. Le catalogue d'exposition, donc la petite brochure qui a été publiée par Uli et Georgina Beyer en 1969, parle d'ailleurs d'un artiste qui n'est vieux que de 6 semaines, ce qui sous-entend qu'on peut faire émerger un artiste et qu'à condition de le mettre dans la situation du contemporain, on peut commencer à faire émerger des conventions et donc à le faire reconnaître. Ces œuvres sont aujourd'hui conservées par la National Art Gallery d'Australie, donc qui s'est située à Canberra. Par ailleurs, à l'OCSTC, il y a une deuxième personne qui va travailler sur l'art contemporain kanak et qui va jouer en faveur de l'art contemporain kanak. Il s'agit d'un caméraman du nom de Philippe Huneau et qui va, à force de faire des tours du territoire, finir par recenser des artistes. Et en 1986, il choisit de présenter 22 sculpteurs qu'il qualifie donc pas vraiment de contemporains, qu'il qualifie plutôt d'artistes vivants. Et donc ces 22 sculpteurs sont présentés au musée territorial sous le nom, l'exposition prend le nom d'Art Kanak. Donc pour cette première exposition, les artistes sont mis à l'honneur, donc tous les cartels valorisent la présence de l'artiste et les titres des œuvres. Donc
pour l'exposition, il tire un premier bilan que je vous lis. Il explique que les sujets traités sont d'abord par réflexe culturel d'inspiration classique. Certains essaient même de reproduire ce que font les vieux. D'autres extrapolent, mais il reste toujours une base inhérente à l'espace kanak. Grâce à la documentation fournie par l'Office, le fichier sculpteur kanak, le sculpteur a retrouvé ses racines et garde aussi un point d'ancrage à partir duquel il évolue. Malheureusement, peu de créateurs se qualifient eux-mêmes de sculpteurs et restent ainsi ignorés quelquefois au sein d'une même tribu. Donc pour commenter un petit peu cette citation, d'une part, il indique que les sculpteurs se sont pour la plupart réinvestis le domaine artistique grâce à ce qu'ils appellent la documentation fournie par l'Office. Il s'agit d'un portfolio distribué par Roger Boulet, alors doctorant en ethnologie, qu'il a distribué à travers toute la Grande Terre. Et donc ce portfolio qu'on peut trouver à la médiathèque, c'est des grandes planches qui reproduisent son inventaire des œuvres dispersées, donc des œuvres présentes dans tous les musées, et qui permettent justement aux sculpteurs de retrouver certaines formes qu'ils avaient perdues. L'autre commentaire que l'on peut faire, c'est le fait que il explique que peu de créateurs se qualifient eux-mêmes de sculpteurs, et donc on remarque bien la difficulté pour les artistes de rentrer donc dans les conventions qui vont se mettre en place, et la difficulté aussi pour les institutions de retrouver les artistes. C'est vrai qu'en faisant un tour de brousse, Philippe Henneau demandait à parler aux sculpteurs, et si les personnes ne se qualifient pas de sculpteurs, ils pouvaient sauter un ou deux espaces et ne retrouver absolument personne. Donc avec ces deux personnes, donc Jean-Pierre Lebars et Philippe Henneau, on s'aperçoit que la création artistique commence à trouver des petits espaces, mais surtout qu'elle est scindée en deux. On a d'une part les arts neufs, comme les appelle Nicolas Thomas, même si c'est un petit peu critiquable, c'est-à-dire des formes artistiques qui n'étaient pas présentes avant l'arrivée des Occidentaux, à savoir la peinture. Et d'autre part, on a la sculpture qui, lui, est gérée par l'espace artistique développé par Philippe Henneau. Donc il s'agit en Nouvelle-Calédonie d'une exception, puisque dans beaucoup d'autres territoires du Pacifique, les deux arts se sont cumulés, se mélanger, et on pourrait, par exemple, analyser le logo de l'association Nawita, donc association du Vanuatu. Et donc l'association Nawita, son logo, donc c'est une pieuvre qui tient à la main tous les outils que peuvent détenir des artistes dits contemporains. Et donc on remarque aussi bien la présence de couteaux à bois, de burins, que la présence de pinceaux ou de stylos. Ce qui sous-entend pour le coup que les artistes, peu importe leur discipline, peuvent se mélanger, peuvent échanger les uns avec les autres. Donc cette reproduction a été réalisée, je n'ai pas mis la légende, par Patrice Cugeot, qui est un artiste occidental qui s'était installé pour un temps au Vanuatu et qui est surtout réputé pour avoir fait des cartes topographiques de la région du Pacifique. On pourrait également mentionner l'existence à l'époque du Festival des Arts du Pacifique, qui lui aussi s'est d'emblée mis dans la situation où tous les arts pouvaient se mélanger et donc il n'y avait pas de fraction. C'est vrai que le Festival du Pacifique organisait systématiquement des expositions dans lesquelles sculpture, des éléments même parfois architecturaux, peinture et très rapidement l'art vidéo, etc. se sont mêlés. Donc il n'y a pas eu de fraction comme en Nouvelle-Calédonie de la scène artistique. Alors, à partir des années 80, à la fin des années 80, donc notamment en 1989, suite à la chute du mur de Berlin, l'artiste a été de plus en plus reconnu grâce notamment aux expositions occidentales Magiciens de la Terre qui s'est déroulées au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et à cette époque, si l'artiste est reconnu, la Nouvelle-Calédonie, elle, va profiter également de ce moment pour créer la DCK, donc pour des raisons politiques notamment. Et donc l'OCSTC va être véritablement remplacé par l'Agence de développement de la culture kanak, qui a pour objet et pour mission la mise en valeur de la culture kanak.
Et lorsqu'elle va établir ses politiques au tout début des années 90, elle va pouvoir récupérer les ambitions de Jean-Pierre Lebars et les ambitions de Philippe Hunot, qui étaient, au sein de l'OCSTC, de réussir à faire une exposition conjointe où les sculpteurs et les artistes vont se rencontrer. Donc l'ADCK va mettre du personnel pour créer cette exposition et va mettre des budgets importants, et on va avoir l'exposition Koineva en 90 au musée territorial. Donc cette exposition, qui a pour vertu de présenter pour la première fois un titre en langue qui signifie l'esprit du pays, va permettre de présenter 72 sculpteurs, donc 3 fois plus qu'en 86, ainsi que 40 peintres issus de différentes instances. Donc, même si, d'après les Nouvelles Calédoniennes de l'époque, les œuvres présentées étaient d'inégale qualité, c'est vrai que les artistes ont pu se rencontrer. Alors, vous pourrez consulter à la sortie le catalogue qui est posé sur la table, et vous constaterez qu'il y a un certain nombre d'élèves sortis du cours de Jean-Pierre Lebars, comme Micheline Néporon ou alors Denis Tiavoine, et vous trouverez également des artistes peintres qui sont des hommes et qui, eux, avaient été en fait formés par un professeur de dessin au camp Est. Donc c'était des prisonniers qui avaient bénéficié d'un programme de réinsertion et qui ont pu exposer des peintures, mais suite à l'exposition Koineva, ils ont complètement disparu des circuits, alors que les femmes artistes qui, elles, avaient une formation pour se présenter en tant qu'artistes ont eu beaucoup plus de facilité à rester intégrées dans les réseaux. Alors, dans l'exposition Koineva, on s'aperçoit que si artistes, sculptures et peintures sont mises à l'honneur, les publications qui vont se faire autour, dans les Nouvelles Calédoniennes ou dans les autres institutions, vont principalement privilégier la sculpture kanak, qui serait par excellence une réaffirmation identitaire, serait le lieu de la réaffirmation identitaire. Et dans un rapport de Pierre Lolané, il fait un commentaire sur les images, les sculptures qui ont été présentées, et il explique qu'il y a encore 40% de curios, donc d'objets à caractère plutôt artisanal, pour 40% de sculptures traditionnelles, c'est-à-dire des sculpteurs qui se revendiquent directement de la tradition et qui se revendiquent comme artistes tels qu'ils existaient avant l'arrivée des Occidentaux, et seulement 20% d'œuvres qui seraient des œuvres dites de la création, donc qui prendraient de nouvelles conventions. Donc la traditionnelle est également pour Pierre Lolané la plus importante, puisque c'est celle qui donne son image à l'art kanak, c'est elle qui permet aux artistes kanak de se faire reconnaître et de faire reconnaître leurs identités. Donc la rencontre entre peintres et sculpteurs en Nouvelle-Calédonie débute à ce moment-là. Et on constate également que la reconnaissance pour l'art contemporain en Nouvelle-Calédonie s'est faite pratiquement dès le départ par des institutions publiques, puisque la DCK a très rapidement pris le relais et que les associations étaient relativement peu nombreuses, même si on peut citer l'association Fluctua, créée, initiée en 88 et dont les statuts ont été déposés en 89, et un peu plus tardivement l'association Jinuowa. Il y a d'autres pays du Pacifique où en revanche les instances de légitimation sont exclusivement privées, et on peut par exemple citer l'association Nawita au Vanuatu, amorcée par les artistes en 87 pour qu'ils trouvent des espaces d'exposition, et qui voit le jour en 89 sous la présidence d'Emmanuel Watt et la vice-présidente de Cerro Cuauhtonga. Quand on regarde les statuts de cette association, il est écrit qu'elle est ouverte à tous les artistes sans contrepartie financière, c'est-à-dire aux artistes ni-Vanuatu et aux artistes expatriés, à condition qu'ils réalisent des techniques contemporaines. Je cite, « L'association est destinée aux artistes contemporains, à l'exclusion des artistes et artisans usant de techniques et de principes traditionnels dans la représentation visuelle. » Le but de l'association est donc de créer un espace contemporain pour les artistes,
indépendamment de toute volonté esthétique. C'est-à-dire que si les artistes se regroupent dans une association, à aucun moment ils n'ont une esthétique commune, des débats communs, et le groupe n'est ni homogène sur l'âge des artistes, sur les formes, sur les techniques, etc. Donc c'est vraiment une association pour essayer de conquérir des espaces d'exposition. Et pour ce faire, ces artistes négocient le prêt de salles, comme par exemple la salle de l'Alliance française à Port-Villa. Donc l'association Nawita, à savoir qu'elle est toujours vivante et toujours extrêmement active, et c'est toujours le principal lieu de rencontre pour les artistes et le principal espace qui permet aux artistes d'exposer. Les années 90, donc avec les expositions Magiciens de la Terre et l'apparition de structures publiques ou privées, permet une multiplication des expositions. La multiplication des expositions, elle conduit à percevoir les artistes en tant qu'individus créatifs. Donc c'est un revirement de position par rapport au concept de l'artiste océanien qui jusque-là est perçu comme un anonyme interchangeable qui crée une tradition artistique fixe. Alors même si cette idée est erronée, c'est l'idée qui a été véhiculée pendant longtemps et qui a été démantelée récemment en 90 par Shelley Price dans son livre Art primitif, regard civilisé. Donc en Nouvelle-Calédonie, ce changement de regard pour les artistes va principalement être joué en faveur des artistes femmes, notamment Micheline Néporon et Denise Tiavone, qui vont très rapidement bénéficier d'expositions monographiques mettant en avant leurs travaux. À savoir que ces institutions qui les légitiment et qui les mettent en avant, qui créent des catalogues, qui leur permettent de créer aussi des événements sur leurs travaux, permettent à ces femmes d'avoir vite une position dominante sur la scène artistique océanienne, puisque dans les autres îles du Pacifique, à l'exception de Juliette Pita, une artiste vanuataise qui a réussi à se faire une place grâce à la broderie au Vanuatu des 81, eh bien, les artistes femmes sont particulièrement, elles conservent des espaces d'expression traditionnels. Donc, par exemple, ici, nous avons une créatrice de Biloum, donc les sacs portés par les femmes des Hautes-Terres, donc de Agathe Wari-Morambe. Et cette artiste, donc, elle est contrainte, plus ou moins, de continuer les techniques traditionnelles. De la même façon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les arts des femmes, ce sont aussi les arts de poterie. Et Wendy Shuley a réussi à se faire une place en tant que femme potière, mais elles sont toujours contraintes par certaines institutions à conserver cette tradition et à la moderniser, à la faire évoluer. Donc en Nouvelle-Calédonie, un peu plus tardivement que dans les autres pays, a contribué pour l'émergence du statut de l'artiste. Ce qui a contribué, c'est aussi l'apparition de l'école d'art à partir des années 90, qui succédait à une association montée par des avocats. Et cette école d'art, elle a permis de mettre en avant et d'apprendre aux artistes à reconnaître l'originalité de la démarche du créateur. Cette originalité qui permet justement de créer ces conventions dont parlait Nathalie Anich, à savoir cette convention d'originalité pour rentrer dans le domaine de l'art contemporain. C'est vrai qu'en Calédonie, cette école d'art apparaît bien plus tardivement que dans beaucoup d'autres îles du Pacifique, puisqu'il existe par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée une école d'art depuis 1975 qui relève de l'Université du Pacifique Sud. Mais l'école d'art arrive aussi avant l'école d'art d'autres pays, puisqu'il faut attendre les années 90 pour qu'émerge une école d'art à Tonga, l'Artesis Center, qui se veut être basée sur le modèle des écoles athéniennes. Et également l'Oceania Center, relié à l'USP, à l'Université du Pacifique Sud, qui, elle, n'a été créée qu'en 1998. Mais c'est principalement donc l'ADCK qui, en mettant en place les programmes
d'exposition pour la préfiguration du centre culturel qui va permettre de créer un certain nombre de micro-événements autour des artistes. Alors au départ, il y a quelques artistes qui relèveraient presque de l'artisanat qui sont présentés. Et en 93, face aux dérives touristiques et une lassitude vis-à-vis des objets trop présents sur le marché qui s'installent, il va y avoir une véritable volonté de s'orienter uniquement vers les créations nouvelles. Et donc l'agence va organiser des expositions monographiques autour des artistes réputés comme ayant des conventions et des démarches originales. Et on pense notamment au travail d'André Passa, qui, lui, ne s'inscrit pas du tout dans les démarches touristiques. L'ADCK va aussi permettre de créer à l'échelle régionale des échanges entre les artistes. Donc les premiers échanges vont avoir lieu en 1990 pour l'exposition Koineva. Donc des ateliers vont être montrés au centre Koekara et un certain nombre d'artistes d'origine papou, salomonaise, tongienne vont venir travailler avec des artistes du territoire et vont en profiter pour échanger des techniques et pour justement se questionner sur ce que c'est qu'être artiste et sur la façon dont on peut avoir une démarche artistique au sein de l'institution. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on récupère et qu'on dépiote la presse des Nouvelles-Calédoniennes pour expliquer ce qui s'est passé dans cet atelier, on s'aperçoit que les artistes kanaks expliquent que pour la première fois, ils sont face à d'autres artistes qui acceptent de créer en public et que être artiste, ça doit être aussi créer en public et aussi révéler les secrets de sa création. Ce qui fait que le processus créatif commence à prendre une nouvelle forme et une nouvelle perception chez les artistes qui vont se révéler et se présenter comme contemporains dans les années qui vont suivre. La DCK va aussi favoriser les échanges, par exemple, en faisant intervenir des artistes comme Jik Maikundu, qui est professeur à l'université de Port Moresby, et qui va à cette occasion donner des cours à l'école d'art et donc permettre des échanges sur l'interrogation de qu'est-ce que c'est qu'être artiste et comment un artiste perçoit les institutions et comment il s'y insère. Par ailleurs, les années 90 vont marquer l'émergence d'une scène institutionnelle de plus en plus forte et de plus en plus puissante, puisqu'à l'initiative de l'association Fluctua qui avait monté Ardoc en 92, va avoir lieu en 94 et de façon ensuite bisannuelle la Biennale de Nouméa. Et cette Biennale de Nouméa, elle va permettre notamment en 98 d'avoir des échanges avec des artistes qui aujourd'hui sont internationalement reconnus et qui sont extrêmement bien intégrés dans les réseaux, puisqu'elle a accueilli Takashi Murakami, qui grâce à ses relations avec Pinault et avec les grands collectionneurs occidentaux, a réussi à exposer il y a 3 ans à Versailles. Il ne faut pas oublier de parler des institutions néo-zélandaises et australiennes qui viennent renforcer la scène artistique océanienne à cette époque. Et parmi toutes ces institutions, on pourrait parler de la Triennale Asie-Pacifique qui voit le jour en 1993. Et dont le but est de créer de nouveaux espaces d'exposition et de redéfinir une nouvelle géographie artistique dans le monde suite à la chute du mur de Berlin, et donc de créer des alliances Asie-Pacifique. Et très rapidement, la DCK est rentrée en relation avec les organisateurs de la Triennale, et ils ont réussi ainsi à faire des publications dans les grandes revues artistiques australiennes, type Art Press, Art Link, etc., ce qui a permis une valorisation aussi à cette époque des artistes dans les publications, et ce qui a permis l'émergence d'une petite critique d'art internationale. Si la redéfinition des frontières du Pacifique suite à la chute du mur de Berlin a permis
l'émergence et la reconnaissance d'artistes, il va y avoir une exception en Nouvelle-Calédonie, c'est que la scène artistique va se modifier un petit peu en 98 suite au remaniement des organes du territoire. En effet, puisque à partir de ce moment-là, on va vouloir créer une citoyenneté calédonienne plurielle, et que, comme le signalent les accords de Nouméa, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun, il va y avoir une politique de métissage culturel, et donc les institutions vont permettre de plus en plus d'expositions où des artistes occidentaux et des artistes océaniens se rencontrent. Et les artistes calédoniens vont pendant 2-3 ans travailler justement autour de la façon dont on pourrait créer une citoyenneté calédonienne. Et on pourrait analyser par exemple cette œuvre de Micheline Néporon de 98, justement présentée dans cette biennale de Nouméa organisée par Jean-Hubert Martin qui avait accueilli Takashi Murakami et qui s'appelle Le thé de la réconciliation, où Micheline Néporon, qui utilise pour la première fois l'installation, elle n'est plus du tout sur le support plastique de la peinture, elle utilise une technique reconnue dans les sphères artistiques majoritairement internationales pour poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on peut voir l'avenir ensemble. La même année, donc en 98, le centre culturel Chibaou va ouvrir ses portes, ce qui va permettre de créer un véritable espace dynamique d'institutions en Océanie francophone. Et quand on analyse les premières expositions du centre culturel, elles sont pratiquement exclusivement tournées sur les artistes mélanésiens puisque c'était son rôle, on s'aperçoit que vers 2002, dans les années 2003-2004, il y a un revirement de position et elles sont ouvertes à tous. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'exposition Koneva, qui est devenue annuelle depuis 2000 et qui accueillait que des artistes kanaks, va ouvrir ses portes de plus en plus à des artistes calédoniens au sens large et donc créer un art calédonien au sens large. Et qu'à la même période, la bourse d'art contemporain kanak va être nommée bourse Jean-Marie Chibaou, ce qui permet justement d'être pouvoir décerner à d'autres artistes, y compris peut-être un jour à des artistes océaniens au sens large. Donc à la même époque, je vous l'ai dit, de plus en plus d'institutions se tournent vers l'art océanien. Et l'Europe elle-même va commencer à multiplier ses expositions sur les artistes qui, dorénavant, ont un statut d'artiste reconnu et commencent à se faire connaître international. Donc la première exposition qui réapparaît, qui va proposer de montrer des œuvres de quelques artistes, c'est Partage d'exotisme, toujours monté par Jean-Hubert Martin pour la Biennale de Lyon de 2000, et qui va présenter des œuvres de Greg Semou ou d'Andreas Detloff. Par ailleurs, les expositions vont considérablement se multiplier, puisqu'il va y avoir une exposition sur le Pacifique à la mairie de Paris, donc Latitude, et il va aussi y avoir des expositions de plus en plus nombreuses en Angleterre, par exemple une exposition au musée de Cambridge sur Matthias Kowagé, une exposition dans l'October Gallery de Londres, et aussi des expositions aux États-Unis comme Paradise Now, qui s'est passé en Californie. Mais véritablement, pour pouvoir avoir cette reconnaissance mondiale est très tardive, et si elle est ouverte sur tout le Pacifique, il faut attendre 2011 pour avoir vraiment une exposition entièrement consacrée à l'art contemporain calédonien, avec les chemins de la déportation organisés par la galerie L'Éclectique. Et c'est la première fois qu'il y a autant d'artistes calédoniens exposés simultanément dans un espace français. Donc l'insertion dans le monde, elle est assez tardive.
Donc on vient de voir comment un certain nombre d'institutions se sont fédérées et comment ces institutions ont permis aux personnes aux artistes de prendre en compte leurs qualités artistiques, de les mettre en avant et de commencer à se questionner sur leur insertion dans les réseaux et le passage d'un espace à l'autre. Mais il faut savoir qu'au-delà de l'existence de ces institutions, ce qui va permettre à l'artiste d'être légitimé, c'est également les discours qui vont se former autour de son travail et autour de leur travail. Et en Océanie, il va y avoir un discours qui va être qui va englober énormément la quasi-totalité des artistes. Donc l'émergence de ce discours, il va arriver dès les années 80. Donc par exemple, en Nouvelle-Calédonie, dès les années 80, vous avez une jeune génération d'artistes qui va, comme J.P. Lebars, se demander comment on peut créer un art mélanésien ou un art du Pacifique, voire un art calédonien. Donc vous allez avoir des recherches qui vont être menées. Par exemple, Aline Maury va réaliser dans les années 80 un DEA qu'elle présente à l'Université de Paris 1 pour se demander comment on peut créer un art contemporain calédonien. Elle va s'inspirer notamment dans son ouvrage de la reconnaissance des artistes aborigènes dans les années 70, notamment à partir de 72, et ainsi que la façon dont les artistes papous ont été valorisés à la même période. Donc, dans un premier temps, il s'agit pour les artistes de se former en prenant des formes mélanésiennes ou océaniennes que l'on essaie de réinvestir. Donc, J.P. Lebars, lui, je vous l'ai dit tout à l'heure, va le faire au sein de l'OCSTC, avec par exemple les travaux de Micheline Desporon, donc ici un peu plus tardivement, et il va proposer des cours dans lesquels les femmes artistes kanaks vont apprendre à réinvestir ici le bambou gravé pour pouvoir réaliser des formes plus contemporaines. Donc grâce à la technique du bambou gravé, elle change de support puisqu'elle passe ici avec une encre sur papier, ainsi que des représentations de la vie de tous les jours, puisqu'il s'agit d'une représentation de la SLN. On a le même type de travail amorcé toujours par J.P. Lebars auprès d'Yvette Bouquet, donc avec des jeunes désœuvrés donc, qui sont en train de boire en écoutant de la musique, où elle réinvestit justement le bambou gravé. Outre le bambou gravé, peuvent être investis, suite au cours notamment de J.P. Lebars, les pétroglyphes. Donc ici, une œuvre de 2009, donc relativement récente, d'Yvette Bouquet. Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe dans son nom. Yvette Bouquet réalise donc ces pétroglyphes à qui elle redonne une signification contemporaine. Alors il ne s'agit pas pour elle de code, mais d'une esthétique abstraite à réutiliser et à redéployer. Peuvent aussi être réutilisés ces pétroglyphes, toujours par Yvette Bouquet, pour former de nouveaux codes et de nouvelles formes nettement plus contemporaines. Et donc ici, elle vous fait une représentation de l'USTKE. On s'aperçoit donc très rapidement, rien qu'à travers ces quelques exemples, que l'originalité de la démarche est à rechercher à travers le réinvestissement des œuvres du passé. Il s'agit véritablement d'aller chercher des œuvres dites traditionnelles et de les réemployer, de les redéployer. Et donc, de ce fait, les artistes se présentent d'emblée comme des producteurs de culture. C'est-à-dire qu'ils cherchent à retrouver des signes identitaires permettant d'élaborer un art, ici kanak, mais un art du Pacifique au sens large. Donc ces producteurs retournent à des signes très distinctifs. En l'occurrence, on a le bambou gravé ici et le pétroglyphe, mais il peut s'agir de bien d'autres formes dans les îles du Pacifique. Donc ces empreintes culturelles, ils vont être très importants pour juger du talent d'un artiste. Et l'art contemporain mélanésien va justement être appréhendé selon les deux critères, donc l'empreinte du passé, la tradition, et son réinvestissement, la modernité. Et toutes les œuvres et toutes les réalisations du Pacifique tiennent à la fois de cette tradition, en ce sens qu'elles ont un lien direct avec ce qui se faisait autrefois, que ce soit par les techniques,
Donc certains artistes vont reprendre le tapar, vont reprendre la sculpture. On a donné tout à l'heure l'exemple du bilum. Ou alors dans la représentation, parce qu'on reprend des scènes traditionnelles, parce qu'on représente le mana d'un ancêtre, comme par exemple ici l'œuvre d'Andreas Detloff. Mais toutes ces œuvres, elles tiennent également une part de moderne, c'est-à-dire des emprunts contemporains, souvent pris dans les techniques internationales. Donc toutes les œuvres présentent ce que Nicolas Thomas va appeler des valeurs indigènes, et il les considère d'ailleurs comme néo-traditionnelles, en ce sens, je cite, que la tradition devient une réserve d'authenticité pour juger de la qualité artistique. Lorsque les artistes arrivent à exposer en Occident, l'origine des artistes va être remplacée par l'authenticité culturelle, c'est-à-dire que l'artiste il doit vivre sur place, partager des valeurs communes, valoriser le collectif et ainsi les présenter comme créant un art océanien. Ici, ce crâne d'Andreas Detloff, donc c'est un réinvestissement donc des têtes momifiées maoris, les mokomokai, et il va en faire une appréhension critique puisqu'il montre la commercialisation de l'art, les changements de valeur. Il remet le tatouage comme étant une marque puisque c'est un signe distinctif. Donc il interroge de façon contemporaine le tatouage traditionnel. Et quand Andreas Detloff a été présenté en 98, puisque cette œuvre a été présentée en 98 lors de Partage d'exotisme, elle a été très bien prise du public occidental qui voyait dans Andreas Detloff un artiste qui avait tout compris au Pacifique et qui appréciait réellement l'art du Pacifique. Mais durant la même exposition, vous avez eu Greg Semu qui était présent et qui a pris cette œuvre comme étant une véritable insulte aux créations et à l'art maori, et aussi une insulte à la renaissance culturelle, à la Maori Tonga voulue par les Maoris, puisqu'ils transformaient, ils faisaient de Coca-Cola un tatouage au même titre que les signes identitaires. Donc l'art contemporain va être vraiment théorisé comme étant le lieu de rencontre entre la tradition et la modernité. Et l'artiste qui, lui, est valorisé, puisque c'est lui qui fait le lien entre la tradition et la modernité, eh bien, il va avoir un rôle qui est celui de sauvegarder, de transmettre et de remodeler la tradition culturelle. Il va donc pour cela devoir trouver les nouveaux symboles identitaires et les questionner. À ce titre, il va avoir un rôle de médiateur, c'est-à-dire qu'il va commencer à expliquer certains problèmes sociaux, mais également comment on peut vivre sa contemporanéité. Donc on pourrait par exemple prendre cette œuvre de Denis Tiavoine, qui emprunte également à l'installation, et son Vue d'un squat est quand même une œuvre qui fait de l'artiste quelqu'un qui montre les problèmes sociaux. On pourrait également rappeler l'œuvre que nous avons vue tout à l'heure, ici Yvette Bouquet, qui présente les jeunes désœuvrés et qui donc se donne pour mission de montrer les problèmes dont souffre la société calédonienne. L'artiste, il a donc un rôle de médiateur, et ce rôle de médiateur, il va être excessivement important puisqu'il va être de permettre de faire passer la tradition dans la modernité et de vivre sa tradition au quotidien. Vous avez une œuvre de Jean-Marc Allert qui justement essaie de résumer ce rôle de l'artiste, puisqu'il réalise également une installation où d'un côté, du côté droit, vous avez les vieux emblèmes, les sculptures traditionnelles, donc aussi bien une chambranle qu'une flèche laitière et tout en haut une toutoute, et qui communiquent pour donner des formes plus contemporaines, à savoir en bas un cadre, un tableau, mais également les outils de communication contemporains, l'avion ou le téléphone portable. Et à travers cette œuvre, la communication, on sent vraiment que Jean-Marc Allert se questionne justement sur la façon dont le présent peut réinvestir le passé pour créer une identité. Ce rôle qui est présent donc, chez la quasi-totalité des artistes océaniens, eh bien, il va jouer un rôle assez important en Nouvelle-Calédonie.
Et on se rend même compte qu'à Nouméa, l'artiste va jouer un rôle encore plus fort, puisque depuis les accords de Nouméa, il a pour rôle de dévoiler les identités pour créer une identité calédonienne. Donc les artistes vont se donner un rôle social dans la société, celui d'éclairer à partir de leurs histoires personnelles des situations diverses qui feraient prendre conscience des rencontres possibles entre les communautés. Donc, soutenus par les institutions, ils sont montrés comme des modèles ou comme des guides pour la construction d'une identité calédonienne. Et en fait, ils vont dessiner des fragments d'histoire personnelle qui permettent de trouver écho chez les différents habitants du territoire et qui reflètent justement cette mosaïque identitaire tout en proposant des expériences de rencontre. Alors c'est vrai que d'un point de vue artistique, les artistes vont être vraiment présentés comme les témoins d'une histoire vécue. Ce qui peut parfois nous jouer des tours, puisque les artistes s'amusent aussi à inventer des fictions. Et ça rend les situations encore plus complexes. On pourrait par exemple citer cette œuvre d'Aline Maury en 99, où en tant que personne, elle se dévoile sous toute une série de personnalités différentes. Et vous la retrouvez donc vêtue en enseignante, en institutrice, etc. Vous avez également des mythologies qui se mettent en place autour des artistes, justement pour brouiller leurs identités. Et on pourrait citer Yvon Jonot, qui, ici, vous avez son œuvre sèche. Mais Yvon Jonot, il expliquait, il vivait une fiction dans laquelle il ramenait des échantillons d'œuvres créées sur l'île imaginaire de Vanuku, donc une île complètement mythique, et il créait toute la production artistique de cette île qu'il présentait tout au long de ces expositions, et pour aller avec, il les agrémentait de cartes, de fragments d'objets ramassés, etc. Donc les artistes créent aussi des fictions. Alors cette façon d'avoir les artistes qui se présentent comme des passeurs culturels, ça va avoir quand même quelques petites incidences lors des expositions en Occident, puisqu'on s'aperçoit que les artistes vont être utilisés comme outil de glocalisation. C'est-à-dire que le travail artistique va être utilisé pour mesurer l'impact de la mondialisation sur le local. Chaque œuvre va être regardée comme étant le reflet d'une personne qui montre son identité, mais une identité influencée par la mondialisation. Donc comment les cultures se modifient par rapport à avant. Donc les anthropologues vont vraiment utiliser les artistes comme outils de glocalisation, et ce qui fait qu'ils vont les positionner dans les musées ethnologiques principalement. Si on prend par exemple cette œuvre de Greg Semu, qui est une œuvre réalisée dans le cadre d'une résidence au centre au Quai Branly. Cette œuvre de Greg Semu, elle est faite à partir de références occidentales. On reconnaît au centre le cheval de David, de Napoléon franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Et il va réinvestir ces images classiques, ces images de l'histoire de l'art occidental, en les transposant à des situations historiques océaniennes ou inventées. On pourrait aussi citer, je ne l'ai pas mise, mais la carte postale qui illustrait la conférence, à savoir Le Dernier Repas, qui reprend directement la Sainte Seine de Léonard de Vinci. Donc ces œuvres-là, elles vont être exposées notamment au Quai Branly, et si vous allez sur Internet et que vous regardez les commentaires qui accompagnent l'exposition, les commentaires qui ne sont pas signés puisque c'est Internet, ils expliquent bien que le but de l'exposition de Greg Semu, c'est de regarder comment se positionne l'identité maori contemporaine et comment les tatouages sont réinvestis. Alors, Greg Semu, lui, il emprunte à une esthétique occidentale. Par ailleurs, on pourrait regarder le travail ici de Camille Henro, qui est un Tevo, c'est-à-dire qu'elle reprend les monnaies en plumes réalisées dans les îles Salomon. Et cette
fois-ci, elle le réalise à partir d'une lance incendie. Alors on voit que chez les deux artistes, il y a le même type de démarche qui existe, c'est-à-dire que dans les deux cas, les artistes font des emprunts à la culture occidentale et à la culture du Pacifique et font une combinaison d'une grande histoire internationale qui ne fait pas de distinction entre les deux. Pourtant, Greg Seymour, qui est montré comme un authentique océanien, lui, accède à des espaces d'exposition qui sont des espaces principalement ethnologiques, alors que Camille Henro, qui fait un pendant français et qui a reçu le prix Marcel Duchamp lors de la FIAC, elle expose à la Biennale de Venise, donc dans des instances réservées à l'art et au développement des esthétiques artistiques. Donc un vrai réseau d'art. Et pour conclure là-dessus, je vous montrerai réellement une carte qui est une œuvre d'un artiste contemporain français, donc qui s'appelle Philippe Terrier-Hermann, et qui a réalisé cette carte pour la FIAC en 2008. Et il réalise cette carte à partir des noms des artistes cotés dans les réseaux artistiques internationaux et les artistes qui sont visibles en Occident. Alors, une fois qu'il a recensé tous ces noms grâce aux différents sites et aux différentes expositions, il fait une anamorphe et on s'aperçoit que sous cette trame-là, dans les réseaux artistiques occidentaux, eh bien, l'Océanie disparaît pratiquement totalement et même l'Australie est réduite à une dizaine d'œuvres, à une dizaine de noms. La Nouvelle-Zélande a 5 noms et, étrangement, vous avez quand même le Vanuatu qui est présent grâce à la présence d'un artiste. Mais la Nouvelle-Calédonie est totalement absente de cette carte. Voilà. Si vous voulez poser quelques questions, les micros sont à votre disposition. Ah, une intervention avant les questions. Oui, merci pour cette conférence. Juste, vous n'avez pas abordé, je me demande si c'est choisi ou pas, le marché comme instrument de légitimation des artistes. Et on termine effectivement avec cette carte d'où la Calédonie est absente. Et je voulais voir ça, enfin votre avis sur le regard avec le marché. On n'a pas parlé des galeries, de la vente de l'art et du prix de l'art. Le prix de l'art océanien contemporain ? Oui, en l'occurrence, oui. Alors c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de cotation des artistes océaniens, d'autant plus que l'Océanie est malheureusement, l'Océanie insulaire est dépourvue de galeries de promotion, c'est-à-dire des galeries qui signent des contrats d'exclusivité avec les artistes et qui leur permet justement d'être intégrés dans les réseaux. Et généralement, ce qui est important pour un artiste, c'est d'être exposé dans les grandes biennales. Donc il y a une biennale à Nouméa qui a permis justement de valoriser les artistes, mais l'artiste lui-même ne peut pas aller dans une biennale. Or, si le galerie se glisse dans la biennale, ça permet à l'artiste d'avoir une notoriété internationale. Or, un galerie ne va pas prendre les galeries océaniennes, ne signant pas de contrat de promotion, n'ont pas en fait de petits poulains à promouvoir réellement à l'étranger. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de fixation des prix actuellement. L'autre raison qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de fixation des prix, c'est pas non plus dû exclusivement aux galeries, c'est aussi dû par la gestion des stocks des artistes, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir ce qu'un artiste a produit tout au long de sa vie. Tant et si bien que pour un galeriste qui voudrait s'occuper de l'art calédonien, eh bien, il ne saurait pas combien d'œuvres ont été produites, quelle est l'évolution de l'artiste, et donc pour leur faire leur publicité, c'est excessivement compliqué. Donc j'espère que ça a répondu un petit peu. Mais il commence à y avoir des marchés de l'art qui s'installent un petit peu en Nouvelle-Zélande et qui recensent quelques artistes océaniens, mais de façon plus ponctuelle que définitive. Et si on voulait vraiment qu'un marché de l'art émerge, malheureusement, comme le montre
Terry Herman, dans une autre carte, cette fois-ci non pas avec les artistes, mais avec les galeries internationales, on s'aperçoit qu'il faut quand même jouer le jeu de l'Occident, hein, que c'est l'Occident qui contrôle les réseaux commerciaux, et donc ça veut dire qu'il faut revoir la façon de créer, la façon de se vendre, la façon d'investir les espaces privés. Merci. Oui, bonsoir, merci pour tout ce rappel historique qui nous a fait revivre un peu ces dernières années, ces 40 dernières années surtout. Sur le début, vous avez évoqué les dames et les messieurs qui faisaient... On avait été très inquiets parce qu'on avait l'impression que les dames n'allaient faire que de la peinture ou du graphisme. Et c'est vrai, il y avait comme une spécialité, les messieurs la sculpture, les hommes même la sculpture. Il y a un trait culturel, mais je crois que ça a un peu évolué. Et même, je ne suis pas certain que la première installation de Micheline Éperon, c'était le thé en 98, parce qu'il me semble qu'il y avait toute son installation des bambous gravés, et je crois qu'au musée, c'était plutôt, non? Sophie, tu dois te rappeler, il me semble que c'était plutôt dans les années 96-97, les bambous gravés. Donc ce n'était pas sa première installation. Et par contre, il me semble que la première femme qui avait fait une installation, non, donc plus de la peinture, c'était les tarots qui pleurent, la taraudière des tarots qui pleurent, je crois en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et par Micheline, ou... Non, c'est Denise, voilà, c'est ça, Denise. Mais je voulais intervenir, c'était sur la fin de votre conférence où vous avez évoqué le rôle social nouveau des artistes, parce que le rôle social avant, il existait à l'époque où Jean-Marie montre ce qu'on a appelé de l'artisanat. Il y avait un rôle social dans les objets qui étaient fabriqués, et vous avez rappelé après le rôle social qui est devenu assez différent, parce qu'il est social au niveau pays des artistes. Il me semble, moi j'ai l'impression qu'il y a trois éléments qui ont marqué cette évolution et cet encouragement, qui a encouragé à donner cette lecture par les artistes eux-mêmes, cette lecture sociale. C'est d'une part le retour à la tradition des bambous gravés. Parce qu'à un moment où c'est revenu à la mode, les bambous gravés, les gens ont redécouvert qu'autrefois, les vieux avaient dit leur histoire un peu comme ça. Il y a également l'influence papou, car toute la peinture papou est très forte en social, quoi. C'est tout des tableaux sociaux. Toute cette peinture papou qui a été essentiellement d'ailleurs vendue au Japon. Ça fait partie des problèmes pourquoi on ne connaît pas le marché, parce que les Japonais achetaient, avant même qu'elle soit faite, la peinture des Jakupa, etc., dans les années 90, c'était devenu intouchable. Et le troisième élément, alors c'est qu'on a parlé ce soir que des arts graphiques, grosso modo, et de la sculpture. Mais c'est qu'au même moment, on a eu, essentiellement en Nouvelle-Calédonie, mais je pense que aussi en Papouasie, parce que j'ai vu ça à l'université de Port Moresby, mais aussi à Goroka, qu'il ne faut pas oublier sur les hauts plateaux, parce qu'il y avait des dynamiques internes. On a eu au même moment une efflorescence, si je peux dire, de tous les arts. Vous avez cité Pierre Lolanet, qui a été le premier, l'initiateur du FACO, appuyé après techniquement par Suzanne Cochran. Mais en même temps, il y a eu Pierre Gopp, qui a présenté en même temps, pratiquement, ou tout de suite après les premières expositions, ses premiers tableaux de Seine-Canac. Alors c'était du théâtre, un peu des tableaux comme au Moyen-Âge. Et puis ce théâtre social s'est développé. Simultanément, il y avait eu, mais même avant, il y avait eu toute la musique, tout le chant, la musique, les musiciens, Swann, etc. Donc tout un courant social, et qui avait placé certains artistes Canac là-dessus. Et puis la danse, le Kaneka, il y a eu au même moment... Enfin, c'est sorti en même temps. Alors c'est vrai que le rôle des institutions était déterminant, le rôle des résidences, il n'y a pas eu que des ateliers, il y a eu des résidences, et je crois que tous ces artistes, qu'ils soient graphistes ou qu'ils soient du théâtre, des arts de la scène, de la musique, ils se sont rencontrés. Et ils ont beaucoup échangé, il me semble. Je ne sais pas, Sophie, qui était aussi un témoin de tout ça, ce que tu en penses, mais ça me paraît une dynamique rare
qu'on a retrouvé à d'autres périodes, par exemple en France, avec des courants récents, mais c'était vraiment, et ça a formé, je crois, le discours, ça a contribué à consolider un discours autour de l'art kanak contemporain. Enfin, j'ose pas dire kanak parce que cette notion d'art kanak, il y a beaucoup à décortiquer autour. On s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs à propos de Koneva. Art kanak, c'est quoi? C'est parce que c'est des kanaks qui le font, c'est parce que c'est fait à partir des formes kanak, c'est vrai. Mais il y a eu quand même toute une dynamique de tous les arts. Et je pense qu'il y a des traces, parfois même dans des œuvres de scène. On voit bien qu'il y a des choses qui sont inspirées par le graphisme ou des choses qui sont inspirées par la sculpture. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Merci beaucoup. C'est très intéressant. Alors c'est vrai que c'est toute la difficulté quand on travaille. Moi, je suis rattachée à une université donc française, ce qui fait qu'il y a une tradition dans l'histoire de l'art de travailler sur les arts visuels. Et on applique d'ailleurs des définitions qui sont celles qu'on apprend depuis Wickelmann, etc. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que représente en revanche l'art contemporain dans le Pacifique. Et là, on est confronté à pas mal de questions. Quand on regarde par exemple le fonctionnement aujourd'hui de l'Oceania Center, créé en 98, ils ont justement voulu se poser la question de qu'est-ce que c'est que faire de l'art contemporain. Et pour cela, ils ont installé une grande salle sur laquelle ils dansent, ils peignent, ils sculptent et ils mélangent toutes les formes artistiques en même temps pour faire comme un bouillon de formes qui émergent. Donc c'est vrai que quand on sépare comme je l'ai fait, on est confronté à ce problème de définition entre les arts. Mais paradoxalement, puisque le démontre un certain nombre d'artistes, et donc là vous avez Philippe Terriermann, mais c'est pas le seul artiste à avoir travaillé sur la domination de l'Occident sur les réseaux artistiques. Le souci, c'est que ces définitions, elles ne sont pas faites pour répondre avec le Nord. Et donc il y a des véritables confrontations qui se font. Et si un artiste arrive voir un galeriste en disant que lui, il est polyvalent, eh ben c'est vrai que le galeriste en Occident, il risque de faire un peu gloops. Donc c'est toute la difficulté. Mais il existe bien entendu une définition de l'artiste qui est bien plus large que celle que j'ai abordée et qui mélange toutes les formes artistiques, bien entendu. Bonsoir Domitil. Je vais me présenter pour les personnes présentes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Petelo Tulalo, je suis responsable ici au Centre culturel Chibao, au département des arts plastiques et des expositions. Alors moi, je suis désolé, je suis un peu chagriné ce soir. Il y a des éléments qui m'ont un peu perturbé. En fait, c'est le choix iconographique. Voilà, pour une problématique que tu as abordée qui est très pertinente, voilà, qui m'a tout de suite séduit quand j'ai lu le texte d'introduction de la carte postale et le choix iconographique aussi. C'est la présentation en fait, du propos en fait, et aussi du choix iconographique. Je pense qu'ici, à la médiathèque, à l'iconothèque, il y avait vraiment une pléiade d'images issues de la collection de la DCK, du Fonds d'art contemporain Kanaka-Oceania, qui auraient pu aussi être utilisées de manière très pertinente pour illustrer tes propos, que j'ai perçus généralement comme très intéressants. Mais il y a des points qui m'ont un peu perturbé. Voilà, c'est par exemple quand tu cites vaguement le travail de l'école d'art, hein, voilà, Sophie Boutin est présente ce soir, par rapport à la relation entre la naissance en 90-91 de l'école d'art, la relation avec la DCK, et tout le vivier d'artistes qui sont sortis de l'école d'art jusqu'en 2003, de ne pas aller plus loin, de ne pas présenter au public ce soir. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît, par exemple, l'histoire de l'école d'art, de la population d'artistes qui sont sortis de cette école avec leurs relations dans les pays du Pacifique et à l'extérieur. Et bon, il y a d'autres éléments que je pourrais citer, notamment quand tu cites en 2011 l'exposition que la Galerie L'Éclectique présente à Paris, et comment tu présentes, enfin, je ne cite pas tes mots exactement, mais
de dire qu'en 2011, une galerie d'art à Nouméa présente un nombre important d'artistes calédoniens pour la première fois dans un musée à Paris, ça, je peux pas, pour moi, je peux pas accepter ça. Je veux dire, on n'a pas attendu 2011 pour qu'une galerie nouméenne présente, fasse la promotion d'artistes calédoniens hors du territoire. C'est quelque chose qui a été fait depuis de nombreuses années par la DCK ou peut-être par d'autres institutions avant la DCK. Donc les missions de la DCK depuis le début ont permis à beaucoup d'artistes calédoniens, kanaks et non kanaks, d'être promus à l'étranger avec des institutions muséales, des centres culturels dans la région Pacifique, voire en Asie, voire en Europe, même au-delà, même aux États-Unis. Donc voilà, c'est certains exemples qui auraient dû être plus développés ou plus présentés pour les personnes présentes ce soir qui ne connaissent pas vraiment, en fait, qui découvrent en fait les propos que tu as tenus et qui sont venus là parce qu'ils étaient voilà, en fait, intéressés pour découvrir plus justement sur l'histoire générale de la culture en Nouvelle-Calédonie. Voilà ça, et puis je rends hommage aussi au travail de Jean-Pierre Le Bars, d'avoir aussi, grâce à son travail à l'école d'art avec la DCK aussi, d'avoir permis la présentation, la promotion des artistes kanaks. Voilà, tu citais simplement Micheline Néporan, voilà, qui revient souvent dans ton propos, mais on n'a pas entendu Paul Abois, très peu Denis Tiawan, à peine Yvette Bouquet. Et voilà tout le travail que les artistes kanaks, hommes et femmes, ont fait dans Conévin depuis 2000. Et je vais m'arrêter là, quoi. Mais, je suis absolument désolée, mais c'est vrai que je me suis fait avoir sur le temps, c'est-à-dire qu'une heure, c'est relativement court. C'est vrai que j'aurais pu parler pendant 20 minutes sans problème de l'école d'art par rapport aux recherches que j'ai faites, pas par rapport au vécu, mais c'est toujours difficile de tenir de refaire une histoire sur 30 ans en une heure. Donc on est obligé de faire des choix. Par ailleurs, je ne minimise absolument pas le rôle de la TCK sur la promotion des artistes. Je dis juste que l'exposition de l'éclectique en 2011, c'est la première à avoir permis à autant d'artistes en même temps de montrer la pluralité de la scène artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'exposition montrant 40 artistes en Europe avant. C'est tout. Et c'est là où on pourrait rebondir justement sur le beau rôle de promotion, mais d'un point de vue global, qui a été fait par l'éclectique. Donc je suis désolée, je voulais absolument pas dire que la DCK ne jouait pas son rôle. Cette question a jeté un froid. Oui, juste quand même pour rebondir sur la réflexion de monsieur, concernant l'histoire de l'école d'art, que moi personnellement je ne connais pas, je ne dois pas être le seul, quand même, comment est-ce que vous analysez son apparition? Parce que vous avez beaucoup parlé de développement de la légitimation des artistes, mais là c'est un mouvement inverse. On a l'impression que la fermeture de l'école d'art, ça entraîne ça met sérieusement un obstacle en tout cas à cette légitimation, et ça c'est un point que vous n'avez pas abordé. Donc comment vous l'interprétez, vous, cette fermeture de l'école d'art? C'est toujours difficile d'avoir des fermetures d'établissements comme des écoles d'art, parce que l'école d'art, elle a deux rôles. Elle forme un artiste d'un point de vue plastique, c'est-à-dire qu'elle lui apprend à réaliser des œuvres, mais elle lui apprend surtout, et c'est si on reprend les explications de Nathalie Heinisch, elle lui apprend surtout à développer le discours pour prouver l'originalité de cette démarche, puisqu'un artiste contemporain a besoin de montrer qu'il est original. Et ce que Nathalie Moreau appelle la convention d'originalité. Il doit à la fois montrer qu'il est intégré dans une histoire, mais aussi qu'il montre quelque chose qu'il crée quelque chose de neuf par rapport à cette histoire. Et c'est vrai que ne pas avoir d'école d'art, c'est laisser des artistes qui peuvent avoir de très très bonnes techniques, de très très bons éléments plastiques, mais qui n'auront pas forcément les outils nécessaires pour justement s'exprimer correctement, pour être accepté dans les réseaux. Et je crois que ce qu'on apprend de la sociologie, c'est vraiment que l'esthétique d'un artiste joue un rôle important pour être reconnu, mais qu'après, et ce qui est vraiment beaucoup plus important, c'est la façon dont il parle de son travail pour s'intégrer dans les réseaux. Et c'est là où les écoles d'art jouent un rôle excessivement important. Ouais, donc le fait qu'il n'y en ait plus, ça
Pardon, donc le fait qu'il n'y ait plus d'école d'art, justement, ça vous inspire d'autres réflexions ou vous l'analysez comment? Parce que je reviens un peu sur ma question qui était peut-être mal formulée à l'origine, mais fermer une école d'art, d'un seul coup, c'est comme un peu fermer le robinet, c'est empêcher les gens d'accéder à un véritable statut d'artiste contemporain. Et j'ai l'impression que vous êtes passé là-dessus de façon très rapide, et sans essayer de l'analyser ou de le mettre dans une perspective historique. C'est une situation assez difficile parce que la fermeture de l'école d'art, ça veut dire que ceux qui ont les moyens ou la possibilité vont partir se former en Occident. Puisque le plus facile, ça va être d'aller en France. Or, comme on en discutait tout à l'heure, finalement, il y a une définition à proprement parler océanienne de ce que c'est que l'art contemporain. Et ça ne va pas du tout être abordé par les étudiants qui vont être en Occident et qui finalement vont apprendre selon le modèle dominant, selon le modèle dans lequel ils sont entourés. Donc c'est vrai que ne pas avoir d'école d'art, c'est aussi bien difficile pour la définition de qu'est-ce que pourrait être un art contemporain en Calédonie, et aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se former. Si je peux me permettre, c'est là que le politique rattrape l'art. C'est-à-dire, vous avez une institution qui a développé la création, et une autre institution qui a à un moment développé l'école d'art, et puis qui progressivement a fermé le robinet pour la transformer en école de graphistes qui devrait s'intégrer dans les métiers professionnels, et puis qui finalement n'a pas cru à l'art pour l'art. Et donc a fermé, a amené tristement, enfin, je caricature? Non, c'était ça. Hein, voilà. Sophie, elle n'a plus envie d'en parler, mais c'est triste pour un pays quand effectivement on coupe le robinet parce qu'on coupe l'expression artistique. Mais l'école d'art a formé des artistes qui aujourd'hui ont développé un potentiel énorme. Je pense par exemple à Patrice Kaikili-Kofé qui a justement repensé cette définition de qu'est-ce que c'est qu'être artiste océanien, qui multiplie à la fois les supports, les formes, les référents. C'est un travail remarquable, et c'est vrai que sans l'école d'art, il n'aurait pas eu le tremplin lui permettant d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait quand même refaire l'histoire de l'école très rapidement et expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, à moins que je sois le seul, pourquoi on a fermé une école d'art en fait? Sur quelle base? Alors, sur la fermeture de l'école d'art, je suis désolée, j'ai eu que des informations contradictoires. Okay. Je crois que c'est pas très clair. Et puis après, j'ai eu des problèmes Institut Personae. La question est mal posée, en fait. C'est pas intéressant de savoir pourquoi l'école d'art a fermé, en fait, parce que ce que je comprends de ce qui a été dit, c'est que, enfin, je m'exprime comme ça, mais je ne tiens pas la vérité. L'école d'art de Nouméa a fermé en 2003, la dernière promotion a eu lieu en 2003. Donc Sophie Boutin, qui est présente ce soir, elle pourra corroborer mes propos, mais ce n'est pas une catastrophe, une nouvelle. Enfin, ça a ému beaucoup de monde dans notre milieu, mais en même temps, ça a déclenché en fait la créativité des artistes. Je veux dire, les autres institutions, les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les directions des cultures des 3 provinces, bien entendu la DCK, Centre culturel Chibao, et les mairies, les autres communes, le Congrès ont pallié quelque part, de près ou de loin, à cette fermeture de l'école. Mais je veux dire, l'école d'art fermée, certes, c'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas non plus un projet qui est... Je pense qu'il n'est pas abandonné à 200%. C'est un projet qui peut voir le jour très bientôt, notamment avec le travail des 3 provinces. Donc l'école d'art fermée en 2003, la dernière biennale de la ville de Nouméa s'est éteinte en 2002. Je veux dire, voilà, ce sont des éléments en fait qui peuvent, donner lieu à une analyse critique sur comment la culture est perçue. Enfin, la culture, je précise, dans les arts plastiques. Voilà, est perçu par les instances politiques, mais je veux dire, quand on essaie d'analyser ce qui s'est passé en 2003 et quand on regarde aujourd'hui 2013, je veux dire, le monde des arts visuels a survécu, entre guillemets, a vécu très bien. Je veux dire, les artistes ont eu du mal à être vus du public calédonien, à être vus hors du territoire. Donc les galeries d'art de Nouméa ont joué un rôle important,
les institutions politiques ont joué un rôle important. Et il y a un effet, contamination en fait. Je veux dire, l'école d'art fermée, donc d'autres personnes, d'autres institutions ont permis de pallier à ce manque-là et de trouver, de rééquilibrer en fait la balance. Voilà. Oui, c'est ça. Quand on regarde, si on fait une histoire des expositions, de la mise en valeur des artistes, on s'aperçoit quand même que malgré la fermeture de l'école d'art, il y a une accélération d'un point de vue du visuel. D'ailleurs, c'est le moment où aussi les artistes vraiment explosent dans des manifestations en Occident, même si ça reste marginal par rapport au nombre de manifestations artistiques internationales, par exemple, données à l'Afrique. Mais il y en a nettement plus dans les années 2000. Après, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on ne va pas privilégier, en l'absence d'une école d'art, de renforcer ce qu'on appelle le mythe de l'autodacie, c'est-à-dire de plus en plus d'artistes qui vont se présenter comme étant des marginaux, des personnes en dehors des institutions, et qui en fait vont avoir du mal à jouer le jeu des réseaux. Ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans une institution, les jeux des réseaux sont facilités quand même. Hein. Une fois qu'on a mis les pieds dans la DCK, ça fait quand même des tremplins pour l'international, etc. C'est vrai. Hein, faut pas le nier. Bonsoir, je suis artiste plasticien. Je suis sorti de l'école d'art aussi en 2001, mais je suis resté que 6 mois dedans. Et ça, c'était pour moi un tremplin. Je veux dire, ça m'a beaucoup servi. Et donc je pense qu'une école d'art en Nouvelle-Calédonie, elle doit exister. Au niveau de, comment ça s'appelle, les institutions nous aident, c'est vrai. C'est très important, mais on a besoin de divertissement. Enfin, je veux dire, au niveau de la création, pour les centres culturels et tout ça, c'est super. Ça marche. Enfin, je veux dire, mais ça reste que graphique. Ce sont un peu des arts politiques. Enfin, je veux dire, on a besoin de divertissement aussi. C'est-à-dire, on a besoin des artistes qui créent, qui font de la création, pas seulement des artistes qui font de l'art politique, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, moi, je trouve que c'est important de l'avoir dit ça ce soir. D'accord. Et que Sophie Boutin elle a beaucoup investi dans l'art au niveau de la création, et il ne faut pas lui lancer la pierre comme ça, quoi. Voilà. Dites-moi, Sophie, vous n'arrêtez pas d'être au centre du débat, alors que vous ne voulez pas en parler. Et je trouve qu'elle a beaucoup donné pour les artistes d'ici, et qu'on a besoin d'elle si elle veut refaire une autre école, que c'est son rôle ici, puisque personne n'a repris ce truc-là, quoi. Alors là, pour moi, la question la plus difficile, si vous voulez rester sur l'école d'art, c'est de savoir quel type d'école d'art on monte. Est-ce qu'on remonte à un modèle tel qu'il a correctement fonctionné? Est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait, par exemple, à l'Oceania Center, ce qui est particulièrement intéressant, où tous les arts se mélangent. D'ailleurs, à l'Oceania Center, Epile Offa, il avait monté une doctrine artistique selon laquelle, en fait, il n'y avait pas de rupture tradition-modernité, parce que chacun vivait d'emblée l'époque de ses ancêtres au présent. Et donc, comme on vit l'époque de ses ancêtres au présent, eh bien, on met d'emblée le passé dans le présent, donc il n'y a pas de distinction tradition-modernité. Et il a établi toute une philosophie pour apprendre à ses élèves à parler de leur art et à se légitimer sans faire la distinction entre les deux, puisqu'ils sont forcément océaniens, ils sont forcément à la fois contemporains et traditionnels. Et donc ça a créé une nouvelle école d'art sur des mécanismes complètement innovants. Il y a des écoles d'art en Nouvelle-Zélande aussi qui fonctionnent selon d'autres principes particulièrement intéressants, en ayant par exemple des cours axés sur les canons de l'art occidentaux. Donc, par exemple, Greg Semou est capable de citer David et puis le Napoléon franchissant les Alpes, mais et tout en apprenant aussi à côté à
à refaire de l'art issu des diasporas samoanes, issu du Pacifique Sud. Donc il y a plein de possibilités de faire des écoles d'art, et la question, c'est de savoir laquelle on veut créer et qu'est-ce qu'on veut faire exactement, quelle définition on donne à l'art contemporain dans le Pacifique, vous en parliez tout à l'heure, etc. Donc tout ça, ça doit rentrer dans le débat. Jean-Pierre. Est-ce que vous avez une idée de comment les populations océaniennes voient ou se sont saisies de cet art océanien? C'est-à-dire les gens, nous, on est quoi? On est une soixantaine, une 70, sensibles à ça. Il y a quelques personnes qui viennent chaque jour visiter les collections ici ou qui vont dans les collections, mais le public océanien, par exemple en Nouvelle-Calédonie, comment appréhende-t-il cet art? Comment s'est-il situé? Est-ce qu'il y a là-dessus quelques... L'art contemporain, vous parlez? Oui. Ou l'art traditionnel? Non, les arts que vous nous avez présentés, là. Il y a un véritable... Il y a un plaisir pour les populations océaniennes à contempler les arts océaniens, même contemporains. Ils ont un véritable plaisir. Après, ils n'ont pas la même pratique culturelle. C'est-à-dire que aller au musée, par exemple, c'est différent. Mais si vous prenez l'exemple concret du Vanuatu, où les artistes de Nawita exposent dans la salle de l'Alliance française. Alors je ne sais pas qui a déjà eu l'occasion d'aller à Port Vila, mais bon, Port Vila, c'est une grande rue, toute droite, sur laquelle à un moment vous avez un espace d'exposition qui est ouvert avec l'art contemporain. Eh bien, vous restez 10 minutes dedans, et vous ne pouvez pas savoir le nombre de Vanuatais qui viennent, qui regardent, qui contemplent, qui rigolent, qui commentent, qui apprécient. Donc il y a un engouement, c'est juste qu'ils n'ont pas la même démarche de pratique culturelle. Et à ce titre, il faudrait regarder et analyser comment ils réceptionnent en revanche les images. Si on leur communique non pas par l'aura de l'œuvre présente dans les musées, etc., et si on leur donnait la possibilité d'avoir accès à l'art par des reproductions, quel engouement cela créerait. Bonsoir. La conférence commence à avoir de la sueur et ça manquait. C'est-à-dire qu'on commence à parler vraiment des artistes et pas simplement par des filtres très lointains vus à 20 000 km avec des galeristes derrière. Et ces deux aspects doivent se compléter. Et pour l'instant, on n'avait que l'aspect vu de très très loin et le galeriste qui est derrière. Des écoles d'art, il y a plein de façons, mais c'est pas que des écoles d'art. Par exemple, si vous prenez l'expérience qui est en ce moment à Nouméa, qui a du mal à vivre, c'est la tribu dans la ville. Il se passe des choses contemporaines. Alors, dedans, il y a du bon, du moins, tout ça, on s'en fout, on ne fait pas le tri. Ils suent, ils travaillent, ils sculptent, ils font d'autres formes et ils essaient de vivre. Et c'est de l'art contemporain. Ils sont contemporains. Et voilà, c'est intéressant ce qui se passe. Il y a plein de jeunes. Moi, je commence à voir un peu là, il y a des gens qui font des expos, il y a plein de trucs qui bougent. Et je pense que c'est dommage qu'ils n'apparaissent pas. Parce que c'est aussi ça, l'art contemporain. C'est l'art qui est en train de se faire. Alors parfois, on ne les voit pas, mais ici, on les voit. Et si on ne les voit déjà pas ici, comment on peut les voir à 20 000 km? Voilà. Donc je trouve que ça manquait de sueur, ça manquait de vie, ça manquait d'artistes, de gens qui travaillent. Voilà. Et voilà, c'est l'impression que j'ai. Et donc, est-ce que vous, par exemple vous, mais est-ce qu'on regarde ce qui se passe en ce moment? Donc, par exemple, en face du musée, où là c'est intéressant parce qu'on a dans le même lieu, on a les trois formes d'art. La forme ancienne, elle est dans le musée. La forme contemporaine, avec d'un côté l'artisanat et de l'autre côté des gens qui font de l'art contemporain. Et tout ça, c'est dans un tout petit périmètre. Avec toutes les disputes qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a. Mais c'est intéressant ce qui se passe là, dans cet espace, de la tribu dans la ville. Voilà, c'était pour parler de ça, et je pense que c'est un lien quand même direct. Et que cette conférence était vraiment passionnante, mais elle manque de vie. C'est vu de super loin. C'est toute la difficulté de prendre un titre très large et de devoir tenir en 1 heure. Donc on peut aborder en fait peu d'institutions, peu d'artistes, etc. Mais on peut, c'est ce que je voulais essayer de faire, essayer de faire transparaître quelques mécanismes.
les mécanismes et les discours qui se créent, les décortiquer, etc. Et puis aussi de regarder comment on pouvait voir et généraliser l'artiste et quels mythes se mettaient en place autour de lui. Sachant que comme tout mythe, c'est fondateur de pratiques sociales. Donc c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup intéressée au contemporain, mais ça devrait être effectivement abordé, ce qui se fait actuellement, même si quand même c'est toujours difficile de retracer et de les réintégrer dans les bonnes instances, puisque généralement ils sont qu'en phase d'amorçage. Excusez-moi, je voulais juste préciser pour les personnes qui voudraient assister au spectacle Portrait que c'est maintenant. Je vous en prie. Merci, au revoir. Juste peut-être une petite précision, puisqu'apparemment il a beaucoup été question de l'école d'art ce soir. Il y a quand même depuis plusieurs années différentes études qui ont été menées par des gens qui sont issus du milieu artistique ou des cabinets d'études. Alors je pense à René et à Sophie Boutin, je pense à Valérie Morigna, je pense à Cyril Pigeot, je pense à Henri Gama, qui ont beaucoup étudié la question sur les différentes formes que pouvait prendre une nouvelle école d'art, ou deux nouvelles écoles d'art, puisque à la fois en province sud et en province nord, il y a des idées peut-être un petit peu différentes qui émergent. Donc je vous invite à vous rapprocher de ces gens, dont certains n'ont pas voulu s'exprimer ce soir, pour en savoir un petit peu plus. Et puis pour le reste, concernant les artistes et la documentation qui va avec, Pétello était un petit peu vif sur la question, mais je reconnais qu'en matière d'iconographie, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a effectivement une photothèque ici qui permet d'avoir des qualités qui peuvent être éventuellement supérieures et un éventail intéressant. Je vous l'avoue, les qualités étaient absolument désastreuses. En tout cas, merci d'avoir accepté cette conférence. Et puis, ma foi, le débat continue ici ou en dehors de cette institution.